Bienvenue donc sur cette table ronde digitale organisée par Eaton. Le thème de cette table ronde, c'est IoT et cybersécurité, quid de l'industrie connectée du monde d'après. Alors c'est vrai, l'industrie 4.0, comme on l'appelle aujourd'hui, elle est portée par une révolution technologique, informatique surtout. Ces dernières années, elle a vu ses équipements, ses machines classiques peu à peu remplacées ou augmentées par des solutions intelligentes. Et celles-ci ont permis de renforcer soit leur sécurité, leur rendement, leur compétitivité et un peu tout à la fois. Cependant, toutes les nouvelles technologies liées à l'Internet industriel des objets placent également aujourd'hui les industriels dans la ligne de mire des pirates informatiques. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons décidé de réunir autour de cette table virtuelle Nassira Salvan, qui est RSSI au ministère de l'Intérieur et présidente du CEF6, le Cercle des femmes de la cybersécurité. Nous aurons également Michel Juvin, qui est directeur cybersécurité, membre du CESIN, donc le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique, et conférencier. Et enfin, Eric Rueda, qui est responsable commercial software et connectivité IMIA chez Eaton. Peut-être que nous pouvons commencer en ouverture avec Eric. Si tu veux bien nous rappeler ce que veut dire le terme hacking. Oui, en fait, premièrement, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais me permettre de faire une petite digression avant de rentrer dans la table ronde, parce que c'est toujours intéressant de s'attacher aux termes, leur étymologie, puis un peu leur historique, ça donne un peu de perspective. Alors, c'est vrai qu'en préparant cette table ronde, on essayait de trouver quelle était la genèse du terme hacking. Puis en parallèle, en discutant avec Michel, là tout à l'heure, on se disait, mais à quand remonte le premier hacking, ou en tout cas le premier piratage? Et nous sommes remontés très très loin, parce que nous sommes remontés en fait à la fin du 19e siècle, et plutôt dans le secteur, alors on va pas dire les télécoms à cette époque-là, mais plutôt de la ligne de télégraphe qui avait été effectivement piratée en Irlande pour effectivement court-circuiter et avoir des informations avant qu'elles n'arrivent à destination. Donc ça, c'était un premier exemple. Il y a eu d'autres exemples avec du piratage aussi au niveau de téléphones publics, et qui permettait de modifier avec les fréquences vocales, en fait, de modifier et de récupérer un certain nombre d'éléments gratuitement. Plus précisément, je voulais m'attacher à expliquer la genèse du terme hacking en lui-même. Alors pourquoi? Parce que en fait, par une pirouette, ce terme hacking, il est apparu dans les années 60 au MIT, et absolument pas dans la connotation qu'on lui donne aujourd'hui, c'est-à-dire dans le secteur informatique, mais plutôt dans la partie électrique et génie électrique, où le terme hacking était le terme considéré comme, enfin, était le terme utilisé en tout cas, pour indiquer qu'on était en train de bidouiller des équipements électriques pour, disons, obtenir un résultat qui n'était pas celui qui était initialement prévu. Donc, en fait, de terme bidouille d'équipements purement électriques, on est arrivé à ce terme de hacking qui, après, a complètement été absorbé et happé par le monde de l'informatique quand cette dernière a pris son essor. Et aujourd'hui, on a complètement oublié cette genèse-là. Et on associe complètement le terme de hacking à informatique, au point qu'on oublie complètement que l'informatique industrielle, qui est l'objet de notre table ronde aujourd'hui, peut elle aussi être hackée, et l'est de plus en plus. Voilà, donc c'est une petite parenthèse qui me semblait intéressant de faire pour voir comment un terme peut vivre, peut illustrer différentes réalités, et nous permettre de parler du sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Eric. Et c'est vrai que aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les infrastructures industrielles, elles sont de plus en plus fréquemment ciblées par les hackers. On le voit dans les médias, les dégâts causés par les ransomware sont de plus en plus lourds. Et je sais que Michel et Nassira sont là aujourd'hui pour partager aussi avec nous quelques exemples. Donc, je vais les laisser nous donner des exemples assez édifiants. Voilà. Alors, je propose effectivement, bonjour à tous, de parler de certains exemples de hacking industriel qui ont marqué en fait les dernières décennies, sans parler de l'attaque Stuxnet ou Mirai qui, en 2016, qui ont paralysé la côte est des États-Unis. Je vais m'appesanter un petit peu sur un conflit qui est intéressant à suivre, puisque c'est un conflit géopolitique entre l'Inde et la Chine. Et l'arme d'attaque qui a été utilisée est justement
la paralysie des systèmes électriques qui a été effectuée par la Chine envers l'Inde, et il n'y a pas très longtemps, puisque c'est au mois d'octobre dernier. Alors la genèse de ce problème remonte, ce conflit, alors il ne remonte pas à l'année dernière, le conflit entre l'Inde et la Chine, mais à beaucoup plus longtemps. Mais historiquement, en fait, depuis 1962 et en 1975 récemment, il y a eu des conflits armés entre la Chine et l'Inde, et ça s'est soldé en fait toujours par une espèce de statu quo en fait sur ces problèmes. Le problème de fond, c'est que les voies d'accès à la Chine au nord de l'Inde, que ce soit du Cachemire ou de l'Aksai Chine, sont conflictuelles entre ces deux pays. Et ça va même au-delà de ça, puisqu'on voit bien que c'est la culture qui est en conflit. Et l'arme utilisée, et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'arme utilisée a été des cyberattaques engagées par des hackers privés chinois, engagés par le gouvernement, contre les instances électriques de l'Inde. Et ça a provoqué une paralysie le 13 octobre dernier de la ville de Bombay pendant 2 heures, ce qui est relativement conséquent, puisque la ville de Bombay, pour mémoire, c'est 2 fois la population de Paris et sa banlieue, quoi, environ 20 millions de personnes. Donc on voit bien qu'à ce niveau-là, l'arme, la cyberarme industrielle a un impact extrêmement fort, surtout lorsque cette attaque se fait sur des opérateurs d'importance vitale, comme ça a été le cas en Inde. Mais il y a d'autres exemples, comme Colonial Pipeline récemment aux US, qui sont aussi très intéressants à suivre. Nassira, tu as des exemples? Pardon, j'étais en mute. Pardon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, les exemples ne manquent pas. Si on reste dans les réseaux électriques, on peut parler de l'Ukraine, on peut parler d'autres pays aussi. Mais moi, j'ai envie plus de revenir sur les récentes attaques qui ont ciblé des hôpitaux. Plusieurs hôpitaux, c'est pas récent. En 2017, un hôpital à Las Vegas a été paralysé pendant une semaine. Les hackers, les attaquants ont demandé 17 000 $. C'était pas énorme. Ils auraient pu demander plus parce que l'hôpital était en arrêt pendant une semaine et l'ensemble des malades ont été transférés vers d'autres hôpitaux. Pareil aussi en Allemagne, récemment, c'était pendant Covid, ransomware sur les systèmes d'information, systèmes informatiques médicaux en Allemagne. Et puis, en transportant les malades vers d'autres hôpitaux, il y a un malade qui est décédé en cours de route. Donc, c'est pratiquement le premier mort par ransomware connu à ce jour, même s'il y en a, on n'a pas écho. Mais le pire ou le plus récent serait bien sûr cette attaque qui a ciblé le Health Service Executive HSE d'Irlande, et c'est arrivé le 14 mai. Ce service a subi une cyberattaque de ransomware majeure. C'est pratiquement la plus importante attaque contre cet État. Et puis, pareil aussi, ce qu'on n'a pas connu ailleurs aussi. Mais cette attaque a entraîné la fermeture de l'ensemble de tous les systèmes en Irlande. L'ensemble des systèmes informatiques. Et donc, si on veut, l'alerte a été attaquée, a été annoncée à 4 heures du matin, annonçant bien sûr cette méga attaque qui a eu un impact très significatif sur l'ensemble des rendez-vous dans tous les hôpitaux. Apparemment, plus d'une cinquantaine, voire plus d'hôpitaux et centres médicaux ont été touchés. Où on a l'impact, c'est-à-dire que de nombreux rendez-vous ont été annulés, y compris les services ambulatoires, la radiologie. Plusieurs hôpitaux ont même décrit des situations dans lesquelles ils ne pouvaient pas accéder à aucun système, ni à aucun dossier médical de façon électronique, donc ils seront revenus sur les dossiers papier. Là où c'est bien grave, c'est quand même certains hôpitaux ont mis en garde sur les perturbations
très importante et de l'annulation de rendez-vous très importante, notamment les examens de maternité, les scans et aussi des services de cancérologie et système et neurologie aussi. Et c'est pas tout parce que cette attaque qui a affecté l'ensemble de ces services, même si les programmes de vaccination Covid-19 n'ont pas été touchés, il faut dire quand même que les rendez-vous ont été annulés. Et puis, tous ces rendez-vous obligeaient quelque part les personnes à aller plutôt sur site que prendre un rendez-vous et aller se faire dépister ou bien se faire soigner. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas exactement le montant de la rançon. Plusieurs médias parlent de quelque chose de 16,5 millions, voire 20 millions de dollars, quand d'autres parlent pratiquement de 150 000 dollars, voire 200 000 dollars. Donc, l'hôpital, plutôt le service de santé a payé, même si c'est pas écrit dans la presse, dans les journaux, mais l'hôpital, quand même, les hôpitaux, avoir tous les hôpitaux, cinquantaine, à l'arrêt, ce n'était pas acceptable, ce n'était pas possible, il fallait payer. Et c'est ça qui fait aussi que les cybercriminels, ils savent quand ils mettent un hôpital dans cette situation paralysée, ils savent qu'il y a paiement derrière. C'est pour ça qu'ils le font plus ou moins, parce qu'ils savent que les hôpitaux ne vont pas laisser mourir les personnes, ils vont certainement payer. Mais souvent, ça se dit pas trop, même si quelque part on refuse de dire qu'on a payé, mais il y a souvent des paiements. Effectivement, comme on le voit, les conséquences en termes de dommages de ces attaques sont très lourdes. Alors, non seulement d'un point de vue matériel, mais en fait, aujourd'hui et surtout, c'est vraiment en termes de dommages humains que les hackers ont clairement saisi toute la puissance de leurs actes. Malgré toutes ces évolutions technologiques, on peut s'étonner aussi pourquoi ces systèmes finalement sont-ils autant à risque malgré tous les moyens qu'on peut avoir à notre disposition aujourd'hui. Eric, un élément de réponse peut-être? Micro est coupé, Eric. Ça, c'est ce qui arrive toujours quand on oublie le petit bouton en bas. Désolé. Donc oui, effectivement, je voulais m'appuyer sur les interventions de Michel et de Nassira parce que Michel a expliqué un certain nombre de situations où on a mis en difficulté, voire on a arrêté l'approvisionnement électrique d'une grande métropole. Nassira a mentionné effectivement une attaque et une mise sous clé, une encryption des données patients qui a bloqué un système de santé. Et les deux sont des faits, en fait, sont dus à des attaques de pirates informatiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, Michel a plutôt parlé d'infrastructures et de réseaux industriels, donc d'approvisionnement en électricité, et de l'autre côté, Nassira a parlé d'attaques sur des données, donc de mise sous clé de données critiques, de données patients. Et en fait, bien les deux mondes, donc le monde, ce qu'on appelle communément l'IT, et puis le monde des réseaux industriels, donc plutôt l'OT, sont en train de converger et sont, on va dire, très reliés l'un à l'autre. Et juste pour prendre un exemple, bon, là on affiche un synoptique d'un immeuble avec l'ensemble de ses équipements électriques, capteurs, système d'évacuation, système d'incendie et autres. Et c'est juste pour montrer comment on peut induire en fait une attaque sur un réseau informatique en partant d'un réseau industriel. Alors pourquoi des pirates peuvent être tentés de le faire? Pour une raison très simple, c'est que les réseaux industriels ont été conçus dans une perspective de fiabilité maximale et donc ils sont assez souvent relativement peu protégés, anciens, tout simplement parce que ils fonctionnent, ils sont fiables, donc personne ne se préoccupe d'eux. Et donc les pirates informatiques peuvent prendre en fait par ce biais-là, peuvent prendre pied sur une infrastructure, mettons par exemple d'un hôpital, pour illustrer un peu l'exemple de Nassira. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tout simplement prendre le contrôle via un pupitre de commande d'une climatisation par exemple, et peuvent fausser la commande de température d'une climatisation.
Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que peut-être que cette climatisation est en train de climatiser, donc de gérer la température d'une salle de calcul, donc d'un data center qui, par exemple, est en opération au milieu de cet hôpital-là. Eh bien, tout simplement, de façon induite, en faussant cette consigne de température parce qu'on a pris pied sur le réseau industriel et qui était relativement peu protégé ou voire pas protégé du tout, eh bien, on peut mettre par terre toute un data center, mais tout simplement parce que les serveurs, les baies de stockage vont se mettre en protection thermique lorsque la température va commencer à augmenter. Et donc, on peut juste montrer par là comment on peut induire au niveau informatique un arrêt du système, un arrêt brutal du système, tout simplement en attaquant la partie faible. Et je pense que c'est la leçon qu'on essaie en tout cas la leçon, le commentaire qu'on essaie de tirer aujourd'hui, c'est que la cybersécurité est un tout, et évidemment le niveau de cybersécurité ou la cyber-résilience qu'on pourra obtenir sur un système dépend du niveau de résilience du maillon le plus faible. Et là, par cet exemple, j'essaie juste de mettre en exergue le fait que le réseau industriel étant le moins protégé, c'est lui qui va permettre de porter en fait l'attaque et qui va être la faille dans une infrastructure qui, par ailleurs, au niveau informatique, peut être relativement, voire très bien protégée parce qu'il y a tous les pare-feux, tous les contrôles d'accès requis et nécessaires. Donc voilà, c'était un exemple un petit peu pour montrer comment les deux environnements sont en fait perméables, peuvent être interdépendants sans même avoir une connexion directe, mais comment on peut induire un effet important sur l'infrastructure informatique, tout simplement en jouant sur des paramètres environnementaux comme la température. Agathe, tu as coupé ton micro. Allez, maintenant c'est mon tour. Pardon. Je crois qu'à ce titre, justement, Nassira avait un retour d'expérience à partager. Oui, en fait, j'ai eu l'occasion il y a quelques années de travailler sur, j'ai fait des analyses de risque sur des systèmes industriels. C'est juste pour aller dans le même sens que de ce que vient de dire Eric. Ce qu'il faut savoir déjà que ces systèmes-là industriels, ils ont par moment 40, voire plus d'âge. Et donc, ils ont été conçus pour être robustes et disponibles. Il n'y a pas de souci, mais par contre, en termes de sécurité, ça n'a pas été pensé. Si on veut, pour les consoles de supervision, il n'y a pas de système d'authentification pour aller sur la console de supervision. Jusqu'ici, tout va bien. Mais le jour où on s'était dit, mais ce serait très, très bien si on pouvait aussi, et donc moi, de l'analyse de risque que j'ai faite, c'était pour voir quels étaient les risques une fois que ces systèmes-là étaient connectés à un système informatique pour pouvoir à distance superviser et me faire le monitoring de ces systèmes industriels qui derrière. Donc, si on prend ce système qui n'a pas été conçu pour être sécurisé et qu'on demande à le connecter à l'informatique pour que l'opérateur depuis son bureau puisse avoir accès, c'est plus ou moins l'analyse de risque à l'EBIOS, elle n'était pas jouable parce que là c'était soit il y a un risque, il faut le traiter, quelle que soit la probabilité, parce que nous, dans les analyses de risque, on va jouer la probabilité et l'impact. Quelle que soit la probabilité, même s'il est infinitésimal, il faut la traiter. Parce que l'impact, c'est des dégâts humains considérables. Et c'est vrai qu'aller vers l'industrialisation et la connexion de ces systèmes sur des systèmes d'information qui sont déjà assez fragiles. Aujourd'hui, on voit tous les jours, il y a des dizaines d'attaques. L'ANSSI parle de une cyberattaque toutes les 4 secondes. L'ANSSI ou d'autres références aussi parlent de ce même chiffre. C'était compliqué de faire une analyse de risque une fois qu'on connaît le système, comment fonctionne un système industriel, comment il est conçu, comment il est protégé, comment la sécurité n'a pas été intégrée dès sa conception et que ces systèmes sont assez vieux, pas assez vieux, mais ils sont quand même robustes, ils ont fait le travail qu'on leur a demandé, ils ont toujours été disponibles. Mais c'est en fait un retour d'expérience de la difficulté de faire un travail d'analyse de risque sur la connexion de deux systèmes, d'un système informatique et un système industriel. Pratiquement, les BIOS n'est pas faisable. Non, mais effectivement, donc, pour résumer, quels sont les principaux défis à relever pour les systèmes industriels 4.0 ?
Alors, je veux bien faire une petite intervention là. Les systèmes industriels de type 4.0, c'est bien évidemment de collecter des informations de tout le flux de ces systèmes d'information industriels et de les rassembler dans une espèce de data center dans lequel on va pouvoir monitorer correctement tous ces systèmes d'information. Dans le monde industriel, on a pas mal de systèmes d'information ou de l'information qui sont collectés, par exemple, sur un seul moteur, comme on a dans le monde du ciment où j'ai passé quelques années. On peut collecter jusqu'à 10 informations sur le fonctionnement de ce moteur. Donc c'est énormément d'informations qui sont collectées et qui permettent de monitorer en fait le fonctionnement d'une usine dans son ensemble. Or, depuis quelques années, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a supprimé cette frontière qu'on avait mise, qui était contrôlée par un firewall, un simple firewall, cette frontière que l'on avait mise entre le monde des systèmes d'information industriels et ceux de gestion. Pourquoi? Parce que, eh bien, on a pas mal de nouveaux systèmes de gestion qui viennent compléter l'information relevée par ce système d'information industrielle. Et donc, de fait, l'interconnexion entre les deux ont permis des passerelles qui, effectivement, sont intéressantes pour l'utilisateur, mais aussi utilisées à titre frauduleux par les hackers. Et donc, le vrai risque aujourd'hui, c'est effectivement, on a plus d'informations, on traite mieux tous les systèmes de panne en particulier. Mais par contre, eh bien, il faut mettre en place une sécurité plus forte pour pouvoir s'affranchir d'une entrée potentielle d'un intrus. Alors, ce qui m'amène à ma question suivante. Donc, comment aujourd'hui on peut tirer parti des avancées technologiques que l'on a pour identifier ces points de vigilance et surtout utiliser au mieux les moyens qu'on a à notre disposition? Alors, je poursuis là. En fait, on est confronté à une augmentation et un volume très conséquent, une augmentation des données. À titre d'exemple, la voiture connectée est vraiment très représentative de ce qui se passe aujourd'hui. On a dans les voitures connectées les récentes aujourd'hui, on a des disques durs qui font plus de 20 gigaoctets. C'est pour dire qu'il y a énormément d'informations qui sont brassées par tous les capteurs dans une seule voiture. Alors, multiplié par le nombre de voitures, on imagine que si on voulait consolider toutes ces informations dans un data center, ça ferait un volume très conséquent. Le gros avantage en fait de gérer correctement toutes ces informations, eh bien, c'est qu'on va amener plus de sécurité et plus d'informations qui vont permettre d'anticiper et diminuer les risques, que ce soit pour les voitures connectées. Donc il y a plein d'exemples, puisque on est à l'aube de la voiture autonome qui va s'affranchir effectivement de certains risques, je ne dis pas tous parce que ce n'est pas encore parfait, mais qui vont permettre de donner une assistance à l'homme qui va lui garantir plus de sécurité. Un autre exemple aussi qui est très pertinent, c'est celui dans le contrôle aérien, où on a des systèmes experts qui viennent s'appuyer sur ces bases d'informations qui sont collectées pour pouvoir analyser et trouver des opportunités qui sont les meilleures et donner plus de sécurité dans le management et dans l'anticipation par rapport au risque. Donc ces nouvelles technologies apportent énormément à l'utilisateur et à la sécurité et à la protection de l'humain dans son ensemble. Je pense que le déploiement de la 5G aussi et l'augmentation du volume de données qui en découle va aussi apporter plus de moyens justement pour identifier ces points et mieux les sécuriser. Nassira, il me semble que vous aviez aussi… Oui, un point sur la 5G, oui. Effectivement, la 5e génération de ces réseaux cellulaires, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la 5G, va offrir des possibilités technologiques très intéressantes et très innovantes. À titre d'exemple, on va pouvoir transmettre, la 5G va permettre de transmettre des tonnes de données, ce que je rejoins Michel sur la quantité de données qui sera produite. La 5G va permettre de la transporter justement à des distances plus courtes, ce que la 4G ne fait pas ou ne fait pas très bien aujourd'hui. Donc, ce qui fait que tous ces objets connectés, on va vers le full objet connecté, la ville connectée, la smart city,
la voiture connectée, les objets connectés de tous les jours, la maison connectée. Donc on va voir tous ces objets-là qui sont hyper connectés vont profiter justement de la 5G. Pour pouvoir transmettre ces quantités impressionnantes de données. Le paradoxe, le problème reste quand même que ces objets-là, qui ne sont pas systématiquement sécurisés, ils ne sont pas sécurisés. Il y a quand même le nombre d'incidents ou d'attaques, y compris sur les voitures connectées, y compris le pacemaker ou les pompes à insuline, ou simplement, je reviens sur une importante attaque qui date d'1 an et demi, je crois, où l'attaquant a juste pris la main sur une caméra connectée et la caméra connectée avait le mot de passe par défaut. En parlant d'un mot de passe par défaut sur une caméra, c'est un mot de passe par défaut sur toutes les caméras. Il a pris la main sur l'ensemble des caméras de ce constructeur-là. Il a fait une attaque, une très très importante attaque DDoS, délit de service. Il a attaqué un provider ou un provider de cloud qui a fait que ce système était paralysé par cette attaque. Donc c'est quelque chose, la 5G, certes, va apporter un ensemble de services pour ce type de connectivité en termes de télécom. Cependant, en termes de cyberattaque, on reste quand même assez prudent, aussi bien sur la 5G elle-même, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais beaucoup d'inquiétudes au-delà de la 5G elle-même aussi, sur tous ces appareils connectés qui se connectent à la 5G et à tous les échelles, aussi bien qui va mettre en danger aussi bien les consommateurs, les gouvernements, les entreprises. Et tous ces objets-là qui ne sont pas sécurisés, malheureusement, ça rajoute des vulnérabilités et des risques supplémentaires. Merci Nassira. Eric, petite question avant d'enchaîner. Est-ce que c'est possible d'arrêter le partage des slides pour qu'on voit tout le monde à l'écran? Parce qu'effectivement, quand on est sur le navigateur, on ne voit pas. Voilà. On enchaîne justement du coup avec le besoin de supervision des équipements finalement, parce que l'interfaçage logiciel et humain, il faut le superviser pour mieux le sécuriser. Et je laisse la parole à Eric pour cela. Oui, Eric, il faut carrément que tu arrêtes de partager pour qu'on voit effectivement les vignettes de chacun. D'accord. Là, ça devrait être bon. Super. Voilà. Bon, du coup, vous n'aurez pas la dernière slide. Tant pis. Donc oui, pour rebondir sur effectivement ta remarque, Agathe, et puis m'appuyer sur l'intervention de Nassira et de Michel, il y a un terme qui est revenu à plusieurs reprises et qui est effectivement au cœur du débat, que sont les données. Je pense qu'on a parlé de différentes solutions technologiques. Bon, on a brièvement parlé de voitures autonomes, de 5G. Le fil conducteur de toutes ces technos, c'est la donnée et l'explosion de la donnée, qui a pour conséquence évidemment aussi l'explosion en termes de construction de data centers et d'hébergeurs, d'opérateurs de cloud. Et donc, en fait, comment on gère ces données-là? Pourquoi ces données-là peuvent être attaquées et pourquoi effectivement on peut l'encrypter pour demander une rançon, on en a parlé déjà avant. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut aussi intervenir sur la donnée elle-même. C'est-à-dire qu'on peut fausser la donnée. J'expliquais tout à l'heure comment on pouvait mettre à genoux une salle informatique indirectement en jouant sur une consigne de température, par exemple, mais on peut imaginer exactement la même chose en faussant des données. Aujourd'hui, comme on est face effectivement à ce volume et à cette explosion en termes de quantité de données parce qu'on a de plus en plus d'objets connectés et de plus en plus d'interactions, on peut imaginer qu'en faussant les données de base, qui après vont être agrégées, consolidées, processées, eh bien on va tout simplement provoquer des résultantes complètement aberrantes et complètement erronées. Faut imaginer, sur une voiture autonome, en général, on estime que ça génère et ça communique donc à l'extérieur de la voiture
environ un volume de 3 gigabits de données par seconde. Donc, si vous imaginez, je prends toujours cet exemple parce qu'il est assez parlant, imaginez 20 voitures autonomes autour d'un rond-point, vous imaginez ce que ça veut dire en termes de volume de données échangées et à traiter localement, parce qu'évidemment, il faut éviter qu'elles se rendent les unes dans les autres. Donc, en fait, comme aujourd'hui, on ne travaille plus sur de la donnée brute, parce qu'elle est juste ingérable vu le volume qu'on a à gérer, on va les agréger, on va les traiter, et à ce moment-là, mais on peut très facilement voir des attaques qui vont non pas tenter de bloquer la donnée, on va dire, mais la modifier légèrement ou intervenir pour la fausser. Donc, utiliser la donnée comme un cheval de Troie, parce qu'après, dans le reste du processus, ça passerait inaperçu. J'ai un exemple, alors c'est pas vraiment des données, mais par contre, il y a eu des répercussions très conséquentes, et je pense qu'on ne les connaît pas toutes. C'est le cas de SolarWinds. Alors, SolarWinds est un éditeur de logiciels de supervision, qui a été, on va dire, très apprécié et très déployé, notamment par pas mal d'administrations, alors aussi bien américaines qu'européennes, et beaucoup d'industriels et beaucoup d'infrastructures critiques qui se sont appuyés dessus. Et bien, tout simplement, les pirates ne se sont pas attaqués à l'application elle-même, mais se sont attaqués à un patch qui a été distribué par l'éditeur de logiciel lui-même. C'est-à-dire que l'éditeur de logiciel lui-même a signé un patch qu'il a distribué via sa politique d'update, par exemple, et ce patch-là, en fait, était corrompu et a permis de déployer un virus et d'ouvrir un certain nombre d'accès sur un nombre très conséquent d'administrations. Donc, c'est juste pour montrer que parce qu'on est face à cette explosion en termes de données, bah, certes, on peut s'attaquer à la transmission de données elle-même, mais on peut également dévoyer la donnée et par ce biais-là, en fait, avoir des effets secondaires. Donc, c'est très important, en fait, de comprendre, et quand on va parler d'une chaîne, en fait, de transmission, depuis des capteurs, des senseurs, des équipements, comme Michel disait, par exemple, pour un moteur, où on va remonter en permanence une dizaine de paramètres pour pouvoir comprendre son statut, comprendre son mode de fonctionnement, et bien de bien s'assurer que cette chaîne, bout en bout, est sécurisée, et qu'on est effectivement avec des tiers de confiance, qu'on est à chaque fois qu'on va acheminer une information d'un élément à l'autre de cette chaîne-là, et bien qu'on va le faire dans un cadre de confiance, et que cette donnée qui est échangée n'a pas été altérée. Et ça, c'est très important, et c'est effectivement une partie dans laquelle nous, Eaton, essayons d'apporter quelque chose avec donc une stratégie donc au niveau de nos équipements, parce que nos équipements, dans un certain nombre de situations, pas que nos équipements, bien sûr, les équipements de tous les industriels, mais notamment aussi les nôtres, nous sommes, on va dire, un aspect terminal de la chaîne, ou plutôt au début d'une chaîne, où on va générer ces données parce qu'on a des capteurs, parce qu'on a des équipements de protection électrique qui vont remonter un certain nombre d'informations. Donc, c'est bien au niveau du point initial du démarrage de cette chaîne-là qu'on doit établir un cadre de confiance, parce que sinon, la donnée générée, elle a pu être polluée, elle a pu être détournée, elle a pu être corrompue. Voilà un exemple. Agathe, tu es en mute. Décidément. Merci beaucoup, Eric. Donc, si je résume, en fait, il faut continuellement améliorer les processus si on veut être en mesure de répondre aux exigences qui sont liées aux usages d'aujourd'hui. Donc, plusieurs éléments fondateurs doivent être pris en compte dans la conception même du système. La sécurité, évidemment, y tient une place essentielle. J'aimerais beaucoup, Eric, que tu nous en dises plus sur la stratégie d'Eaton à ce sujet-là. Oui, tout à fait. Alors, pour prolonger dans mon intervention concernant la chaîne, en fait, et la transmission d'informations, et le fait que nos équipements peuvent être un des points de démarrage, on va dire, de cette chaîne de communication, de la même façon, on a réfléchi quand on a mis en place cette stratégie de cybersécurité, et on s'est dit, effectivement, il faut que dès le début, dès la genèse de ces produits-là, dès leur conception, on prenne en compte, en fait, ces exigences en termes de cybersécurité, pour que, dès la conception, la production, mais également en fait le déploiement et la maintenance de ces équipements, on puisse assurer ce cadre de confiance auquel je me référais tout à l'heure. Donc effectivement, on a mis en place une stratégie qui fait que l'ensemble de nos divisions produits sur ces aspects de cybersécurité sont coordonnés par ce qu'on appelle un centre d'excellence de cybersécurité, donc qui est une équipe
qui va être en interaction avec l'ensemble des divisions produits travaillant chez Eaton à la conception de produits. Et ce centre d'excellence a produit et gère ce qu'on appelle une sorte de cahier des charges ou de métadata au niveau de la cybersécurité que toute division produit se doit de suivre dans les phases de conception et de design, donc des produits qui peuvent être très très variés. On parle d'UPS, on parle de PDU, on parle de switchgear ou autre. Donc en fait, on a un cadre commun et toute division produit qui va designer un produit, on va dire, quelle que soit sa nature, pour peu qu'il ait à communiquer, et cette division produit va devoir respecter ce cahier des charges. Alors effectivement, on va plus loin parce que ce cahier des charges, évidemment, on ne le partage pas avec le monde extérieur, c'est, on va dire, notre secret de fabrication, un de nos secrets de fabrication. Mais par contre, ce qu'on fait pour avoir un message clair et compréhensible et partageable vis-à-vis de nos partenaires, de nos clients, c'est qu'on va certifier un ensemble de nos produits contre des normes et par des organismes tiers par rapport à des normes donc, qui sont ou internationales ou plutôt américaines. Donc, je me réfère notamment à la norme 62443, par exemple, alors plus spécifiquement 62443-4, qui est vraiment lié à la conception et au développement d'équipements entrant en jeu dans les infrastructures électroniques. Donc, pourquoi faisons-nous ces certifications-là? Tout simplement pour montrer à nos clients à quel ensemble d'exigences nos produits peuvent répondre. Donc, voilà comment on peut effectivement, au début, quand on livre nos équipements, comment on peut sécuriser en fait ce point-là. Mais évidemment, l'équation de la cybersécurité est bien plus complexe que l'équipement. Là, je n'ai parlé que, alors on peut dire un tiers, une moitié, j'en sais rien, ou 20%, mais je n'ai parlé que d'une partie du problème. Et je pense que Nassira et Michel, ils peuvent compléter aisément, parce que l'équation de la cybersécurité va bien au-delà en fait des équipements. Nassira, Michel, vous voulez appuyer les récents arguments d'Eric pour terminer cette discussion et enchaîner avec la session de questions-réponses. Vas-y, Nassira, je compléterai. Oui, en fait, avant de cliquer, enfin, il faut dire que l'humain aujourd'hui est au cœur de la cybersécurité, de toute stratégie de cybersécurité. On peut avoir la sécurité technique, organisationnelle, comme on veut, mais on est souvent un clic-souris. On est souvent, l'attaque, elle est toujours déclenchée par un clic-souris, par un phishing, par une pièce attachée, par un lien. Et c'est là que c'est très, très important, au-delà de ce qu'on peut faire, comme l'a très bien dit Eric, en termes de sécurité by design, déjà, sortir les produits avec des éléments de sécurité intégrés, au-delà de l'aspect sécurité périmétrique, sécurité aussi organisationnelle, surveillance aussi de sécurité pour savoir si on est attaqué ou pas, réponse aux incidents, des stratégies de réponse aux incidents, stratégie, comme l'a dit Eric, de résilience des systèmes, reste quand même que l'humain doit être au centre de stratégies de sécurité, aussi bien sur les systèmes informatiques ou systèmes d'information conventionnels, et surtout sur les systèmes aussi industriels qui ont bien largement hérité des vulnérabilités des systèmes d'information classiques. Et oui, il y a quand même un grand travail à faire pour mettre l'humain au centre de la cybersécurité, au cœur de la cybersécurité, en formant puis en sensibilisant les utilisateurs à tous les niveaux et en expliquant souvent, on ne le fait pas très très bien, c'est pour ça qu'on a aussi encore des attaques. Est-ce qu'on a aujourd'hui échoué dans les stratégies de sensibilisation qu'on fait? Est-ce que demain, on n'aura plus besoin de l'homme parce qu'on aura l'intelligence artificielle, il n'y aura plus besoin d'avoir de l'homme derrière les écrans, et c'est ça, c'est très très important en fait de réfléchir à l'humain au cœur d'une stratégie de cybersécurité dans le futur. Peut-être Michel a envie de rajouter quelque chose. Oui, je vais rebondir sur ce qu'a dit Eric parce que c'est effectivement pertinent et intéressant. On voit aujourd'hui qu'on a un millefeuille de technologies. Les systèmes d'information industrielle ne sont pas tous standardisés suivant les mêmes techniques. Et on a un millefeuille de technologies qui sont concentrées en fait dans des consoles de monitoring. C'est le cas, par exemple, dans la conduite d'une usine.
ciment, hein, comme j'ai été pendant quelques années, où on a une personne qui a sur un écran la concentration de dizaines et de dizaines de systèmes d'information industriels qui lui arrivent, et ça lui permet en fait d'avoir une vision globale. Et donc, chaque système d'information produit, chaque, je dirais, équipement de l'usine produit de l'information qui sont concentrées. Et bien évidemment, il faut des ressources humaines pour pouvoir le gérer, mais il faut aussi des procédures. Et ça, c'est particulièrement important pour pouvoir s'assurer que le fonctionnement est correct. S'assurer, par exemple, qu'un des systèmes en place remonte correctement son information. Donc, il y a des procédures de contrôle qui sont mises en œuvre. Donc, Eric a parlé de la norme IEC 62443, qui est effectivement celle de référence. Mais on peut aussi aller un petit peu plus loin dans le monde du contrôle et intégrer cette notion de humain et de process en s'appuyant sur des organismes externes, comme par exemple Cyberbadis, qui donne un certificat pour tous les fournisseurs de services, y compris services industriels, sur l'ensemble des procédures qui sont mises en place pour contrôler que la sécurité est bien efficace et bien mise en place. Donc ça, ce sont des domaines complémentaires en fait à uniquement l'environnement technologique. Hein. Penser au processus et à l'humain, ce triptyque est vraiment caractéristique dans la protection des informations dans son ensemble. Merci beaucoup, Michel. Effectivement, ils sont indissociables. Et heureusement, en fait, j'ai envie de dire. Oui, il y a un peu d'humain dans la vie. Voilà, exactement. Oh là là. On en a encore besoin. On ne sera pas remplacé par l'IA demain pour ce travail, je pense, mais bon, voilà. Ça va aider, mais on aura toujours besoin de l'humain. Et l'humain aussi sensibilisé et formé aussi, c'est très important. Absolument. Absolument. Alors, je vous propose de passer à une petite session de questions-réponses. J'ai vu, Yves, qu'il y avait quelques questions de ton côté. Célia, n'hésitez pas à poser vos questions également. Ou je crois qu'elle est partie, je ne sais pas. Je crois qu'elle est partie, elle a peut-être dû partir. Donc, tant pis, Yves, je remonte sur tes questions du début de la conversation. Est-ce que tu veux nous les reposer directement? Oui, bien volontiers. Merci Agathe. Et puis merci à nos différents intervenants. Hein. C'est vraiment intéressant et en plus on sent l'expérience derrière. Donc ça c'est aussi très très important. Merci à vous. Et puis de traiter la sécurité du milieu industriel, on a l'habitude d'avoir affaire des éditeurs de solutions de logiciels généralement. Là au moins on a les mains dans le cambouis des risques qui peuvent arriver. Alors une première question, on a beaucoup évoqué différents exemples d'attaques sur des industries et puis sur la richesse. Est-ce que c'est possible en France? Pourquoi? Et est-ce que éventuellement, au travers d'un certain nombre d'acteurs comme l'ANSSI, le risque peut être, à défaut d'être maîtrisé, au moins plus rapidement circonscrit ou voilà. Est-ce possible en France et pourquoi et comment? Michel, vas-y si tu veux. Maîtrise des risques, beau sujet, Yves. Ouais, c'est compliqué. Donc, le risque, bien évidemment, il faut réfléchir suivant 3 axes. Les risques de type de vulnérabilité, hein, c'est les risques intrinsèques au système d'information. Les risques qui sont notoires parce qu'on a un défaut de contrôle et de suivi, hein, et ça c'est plus des procédures de suivi donc des premiers risques. Et puis les risques qui sont liés à l'exposition aux risques, c'est-à-dire les risques intrinsèques à l'entreprise elle-même. Donc suivant ces 3 axes, on peut avoir 3 analyses de risques différentes qui prennent en compte le monde industriel comme le monde de la gestion de l'information. Le risque qui est intéressant et que l'on voit plus aujourd'hui, c'est le risque relatif à l'exposition au risque. Et donc, dans les systèmes d'information industrielle qui sont souvent et parfois ceux des opérateurs d'importance vitale, on voit aussi l'implication de la guerre géostratégique. Hein. Moi, je dis aujourd'hui qu'on est dans une nouvelle ère de guerre, qu'on a
que j'appelle la cyberguerre froide, que l'on croyait arrêter en 1991 lorsque la Fédération des États russes s'était cassé la figure et la guerre froide entre les US et les États-Unis s'était arrêtée. Mais là, on est revenu dans des cyberguerres froides. Et c'est pour ça que c'était intéressant de citer l'exemple du conflit entre la Chine et l'Inde, puisque c'est caractéristique de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, en matière de risque, il faut avoir cette approche. Et aujourd'hui, je pense que le risque géostratégique est un de ceux qu'il ne faut pas négliger, car comme on dit dans le monde de l'intelligence économique, on peut attaquer tant que ça n'est pas visible. Et c'est vraiment le cas de ce qui se passe aujourd'hui, avec la capacité que l'on a sous Internet d'attaquer de manière le plus anonyme possible, en utilisant des VPN et d'autres moyens de se cacher. Et en l'occurrence, là, c'est aujourd'hui des types d'attaques où on n'a pas la certitude sur l'attaquant. Alors, pour répondre complètement à ta question, Yves, il y a un autre axe qui est très intéressant à voir, c'est tous les effets de profilage qui sont faits sur les organisations cybercriminelles qui ont tendance à justement éviter ces grands flux d'attaques mondiaux et étatiques souvent que l'on voit aujourd'hui. Cette analyse du profilage est faite grâce en partie à la matrice du MITRE, le MIT Research Entertainment, qui a pour objectif en fait d'identifier toutes les techniques et les tactiques d'attaque et les outils des organisations cybercriminelles, et ce qui permet en fait d'identifier donc qui est l'attaquant. Et ça permet en fait, une fois qu'on a identifié l'attaquant, de pouvoir s'opposer à lui. Et là, je rejoins le fond de ta question en parlant de l'ANSSI. Effectivement, nous sommes dans la cyberdéfense et jamais dans la cyberoffense. Laissons ça aux militaires, en l'occurrence les organismes d'État, effectuer la défense contre certaines institutions. Et l'exemple le plus intéressant est celui de Colonial Pipeline, pour lequel, en fait, eh bien, les États-Unis ont répondu de manière assez ferme contre l'attaquant et ça a été couronné de succès. Donc on voit que la réponse à cette gestion des risques qui sont intrinsèques aujourd'hui dus à la conception de nos systèmes, eh bien, se fait aussi à un autre niveau effectivement d'ordre étatique aujourd'hui. Donc pour répondre à ce que les hôpitaux en France peuvent subir la même attaque que l'Irish Health, je pense que oui, je ne vais pas dire non, on est bien protégé. L'exemple, l'actualité est riche, cette période de Covid, des attaques que certains hôpitaux, notamment à Rouen, c'est récent, c'est très récent, c'est déjà arrivé et probablement ça va arriver encore si on ne met pas tout ce qu'il faut en place de façon à sécuriser ces hôpitaux. Encore une fois, du moment qu'on a connecté les systèmes médicaux aux systèmes informatiques, ça crée des vulnérabilités. Et je peux témoigner à titre personnel, si ça peut répondre à ta question, Yves, où récemment j'ai un problème, je suis tombée, je me suis cassé le tendon, j'étais à l'hôpital. À l'hôpital, ils font un scanner. Je reviens voir le médecin et avec mon scanner à la main, il me dit non, attendez, c'est connecté, je peux accéder à la base de données des scanners. Et donc les médecins, ils veulent, ils disent mince, pourquoi ça ne remonte pas? J'arrive pas à voir la vidéo du scanner. Moi, je lui dis peut-être il y a un problème technique. Je suis un peu de l'informatique, si vous permettez, je peux regarder. Mais en fait, il était en train de visualiser un film vidéo sur le même ordinateur depuis lequel il se connecte à la base de données des scanners. Et je lui dis, est-ce que vous n'avez pas, comme on le voit dans les systèmes, par exemple, les systèmes, je veux dire, militaires, où on a un ordinateur par niveau de sensibilité, c'est-à-dire un ordinateur sur le réseau classifié, quitte à avoir 5 ordinateurs, chacun sur sur un réseau de classification différent. Pourquoi on a mixé, pourquoi on a fusionné la bureautique pour les hôpitaux avec des systèmes qui sont aussi sensibles que des données médicales. Et du coup, je me dis, si jamais le site sur lequel il y a un malware, c'est bon, c'est gagné.
Et c'est récent, ça date pas des années 80 si on veut. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même un travail à faire, un travail énorme à faire pour remettre à niveau la sécurité de tous ces systèmes, de façon à éviter de tomber dans le même cas que l'hôpital en Irlande, plutôt le système médical en Irlande. Moi, je voudrais prolonger un petit peu la réponse de Nassira. En fait, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années pour le système médical anglais. Et le système médical irlandais est en fait une copie, une dérivation du système médical anglais. Alors, une différence fondamentale en fait avec le système médical français, qui pour le coup nous protégera plus efficacement que dans notre cas, c'est que aussi bien le NHS que le système médical irlandais est unifié. C'est-à-dire que pour un certain nombre de ressources, ce sont des ressources partagées au niveau national entre les différents établissements de santé publics, alors qu'en France, on va dire que grâce à notre esprit un petit peu gaulois et de village, eh bien, peu d'hôpitaux et de CHU sont connectés au niveau national. Il y a un certain nombre d'instances, mais c'est absolument pas au même niveau d'uniformisation qu'on peut trouver en Angleterre et en Irlande. Et paradoxalement, en fait, c'est une très bonne défense parce que vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'attaques sur des hôpitaux effectivement français, mais elles sont plus ou moins isolées. Elles ciblent un établissement ou un petit ensemble d'établissements. Alors, ça pourrait être la PHP ou la PHM, mais pas l'ensemble du système de santé français parce que pour l'instant, en fait, il est encore assez noyauté. Donc, cette simple, on va dire entre guillemets, retard en termes d'uniformisation, va nous protéger, ce qui fait que les attaques telles qu'on a pu les voir en Irlande et qui sont passées d'ailleurs aussi de la même façon pour le NHS en Angleterre, ne sont pas aujourd'hui à l'ordre du jour en France. Alors, il y a le DMP qui commence à arriver, donc le dossier médical partagé. Donc là, effectivement, on va commencer à partager des données et à les centraliser. Donc, on va commencer à s'exposer à ce genre de risque-là. Mais pour l'instant, les infrastructures des hôpitaux français sont plutôt indépendantes avec des échanges, on va dire, en point à point et pas gérées uniformément au niveau d'un pays. Donc, pour l'instant, la même situation ne pourrait pas arriver avec la même occurrence qu'en Irlande ou en Angleterre. Voilà, c'était juste un petit complément que je voulais apporter. Donc, on a de la marge pour faire ce qu'il faut, pour éviter que ça arrive. Parfois, être en retard peut aider. Ouais. Yves, je crois que tu avais d'autres questions également. Bon, merci. Je ne m'attendais pas à d'autres uniques interlocuteurs, mais bon, merci. Oui, j'ai encore, en fait, rapidement, puisque je vois qu'on arrive à la clôture, j'aurais deux questions. La première, on voit bien, et je le vois aussi au travers du data center, où les compétences entre les aspects techniques d'un côté, sur la gestion des infrastructures, les équipements, etc. Les onduleurs, les batteries et autres, les systèmes de secours. Et puis, les compétences informatiques sont différentes. D'où ma question, est-ce que le gestionnaire de la cybersécurité industrielle peut être le même que celui qui gère la sécurité, la cybersécurité du système d'information? Bon, je veux bien me lancer puisque je vois que mes confrères ne disent rien. Je dirais que la tendance est oui, effectivement. Pourquoi? Parce que j'imagine, sans prétention, que la maturité qu'on a acquise en matière de réponse aux incidents que l'on a dans les systèmes d'information de gestion, elle est relativement conséquente et adaptée par rapport aux risques, donc aux attaques qui nous arrivent. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est une évolution importante aussi. On voit que les systèmes de détection sur les endpoints, qu'on appelle l'évolution des antivirus, qui ne sont plus actifs, mais aujourd'hui, on a des Endpoint Detection and Response, des EDR, sont de plus en plus performants et sont couplés à des SOC, Security Operations Center, qui arrivent en fait à analyser tout un tas d'informations dans le domaine de l'informatique de gestion pour en tirer par corrélation des analyses plus précises sur les incidents qui sont identifiés et qui méritent une réponse, alors plus ou moins automatisée en fonction du système que l'on a. Et donc cette maturité que l'on a dans l'environnement de gestion pour répondre aux cyberincidents, je la trouve parfaitement adaptée à l'environnement industriel. Mais cette gestion, elle était déjà présente dans l'environnement industriel. Bien évidemment, quand je parlais de l'exemple dans le monde du ciment, où on consolidait sur une usine un grand nombre d'informations
pour pouvoir analyser les dysfonctionnements et réagir d'une manière centralisée sur un pupitre de commande de l'ensemble des installations d'une usine, eh bien c'est tout à fait adapté. On peut imaginer que les SOC, dans un avenir proche, si ce n'est pas déjà fait pour certains, vont pouvoir intégrer des systèmes d'information industriels et aborder des éléments de réponse ou définir des scénarios d'attaque et donc de réponse à un incident directement comme on le fait dans l'environnement de gestion. Donc l'idée de fond d'avoir une vision centralisée de l'ensemble des risques est tout à fait pertinente, même si, je reconnais, il faut parfois aller directement sur site et déboucher physiquement un siphon ou activer un process de backup sur une unité industrielle. C'est vrai que ce qui peut être difficile peut-être pour un système industriel, ce sont, encore une fois, on revient sur la résilience, peut-être qu'Eric va aussi apporter un éclairage là-dessus. C'est aujourd'hui quand on fait ne serait-ce que des PCA, des plans de continuité d'activité sur les systèmes d'information, c'est quand même un axe très important dans une stratégie de sécurité où on a protégé, on surveille, on répond à incidents et on fait de la résilience avec un système, on se dit ça n'arrive pas qu'aux autres, si ça m'arrive, comment redémarrer? Quel est mon plan de gestion de crise? Comment faire repartir un système et là, les exemples ne manquent pas de méga data centers qui sont tombés en panne et puis là, les secours, le PCA n'a pas fonctionné. Généralement, quand on fait des tests de PCA, ça marche les tests, mais quand on est face à un incident, un vrai incident, là, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, est-ce qu'on n'a pas bien fait les tests? Sur les systèmes industriels, c'est compliqué je ne vois pas comment on peut, sur un système important, de faire de la résilience, même si c'est possible. C'est possible de faire des tests de continuité d'activité. C'est possible d'arrêter peut-être je parle de centrale électrique ou autre chose, et vérifier que le secours, que les solutions de secours qu'on a prévues vont marcher pour éviter d'être dans le noir total. Même si aujourd'hui, on peut, grâce, comme l'a bien expliqué Michel, faire de la supervision et la surveillance de ces systèmes-là, de surveiller certains indicateurs, de surveiller certains événements et de déclencher une crise cyber, est-ce qu'on commence à s'y préparer? Préalablement à ça, comment faire des tests pour que quand ça arrive, que l'impact soit le plus faible possible? Merci beaucoup, Nathira. Eric, je pense qu'il y a peut-être un complément sur les systèmes que... Oui, bien sûr, je peux apporter un petit éclairage si on a encore le temps. Je voulais vraiment rebondir sur la question que pose Yves et à laquelle a déjà répondu Michel. Oui, les fonctions à terme devraient être les mêmes. Alors, pour deux raisons. Enfin, pour une raison majeure, c'est tout simplement la convergence technologique. Aujourd'hui, le monde industriel est en train de s'inspirer et de partir des protocoles propriétaires du BACnet, du Modbus, du Profibus, enfin tout ce qu'on voudrait imaginer, vers des protocoles IP, enfin on va dire l'informatique de gestion pour faire très simple, ou le monde de l'Internet. Donc cette convergence va faire que tout simplement les mêmes causes provoquent les mêmes maux. Oui, il y a besoin d'avoir une vision unifiée des risques parce que effectivement, de par l'axe technologique, les deux types de réseaux vont être exposés au même risque. Par contre, il y a une différence presque philosophique qui est fondamentale. Parce que quand on parle de données industrielles, en fait, qu'on perde un échantillon au niveau d'une température mesurée, en soi, ça n'a pas de grande valeur. D'accord? Donc, les réseaux industriels ont été conçus et designés pour assurer une fiabilité maximale et pour justement ne pas interrompre un processus, comme par exemple Michel a pu s'y référer avant. Dans le monde de l'informatique, on va dire de gestion, la donnée est capitale.
Une donnée, ça peut être une information d'un patient, ça peut être un numéro de carte de crédit. Donc la donnée en elle-même unitairement est vitale et il faut tout faire pour la protéger. Et donc on part de deux points qui sont très très divergents. C'est-à-dire que d'un côté, le réseau industriel va assurer que même si on perd une donnée, c'est pas grave, on récupérera l'échantillon suivant. Alors que dans le monde de l'informatique dite de gestion, on va dire, ou de l'IT, la donnée unitairement, de façon atomique, est cruciale et fondamentale et il va falloir la protéger. Et aujourd'hui, effectivement, ces deux mondes qui ont été conçus vraiment avec des philosophies totalement différentes et des objectifs différents sont en train de fusionner par l'axe technologique. Donc oui, la façon d'aborder la cyber-résilience dont on a parlé précédemment, elle va s'unifier d'elle-même et pourtant, les données qu'on véhicule d'un côté et de l'autre sont, on va dire, ont des criticités et des importances qui sont tout à fait différentes. Voilà, donc je voulais juste te montrer ça, c'est un petit peu pourquoi on part de deux mondes totalement différents, pour lequel on véhicule quand même des données, mais c'est ces données-là en fait qui donnent l'importance en fait et même l'objectif de l'informatique industrielle par rapport à l'informatique de gestion. La techno fait que les deux convergent, donc effectivement on aura une fusion au niveau des données, au niveau de ces fonctions-là. Ce qui est vrai, ce qui est tout à fait vrai quand on va chez des clients, c'est que l'équipe informatique snob l'équipe d'infogérance et de maintenance des bâtiments et vice-versa. Donc, effectivement, au-delà d'un problème ou d'une convergence technologique, il y a aussi une convergence humaine à faire et au niveau des métiers, et ça, c'est pas toujours la partie la plus facile. Merci Eric. Est-ce que Yves, tu as d'autres questions? Sinon, je propose de clôturer cette bon, je pense qu'on est... J'avais une autre question, mais elle risque d'être assez longue. Bon, alors j'espère que non, mais bon, je vais citer un exemple qui est un peu différent. On parle beaucoup du RGPD sur les données personnelles. Le RGPD a introduit une notion aujourd'hui qui me semble être extrêmement importante, qui est celle en fait de la filiation entre l'opérateur et son fournisseur. Il y a aujourd'hui une continuité. Alors, ma question est, est-ce que si une attaque cible les équipements industriels, quelle est la part de responsabilité du fabricant? Je peux peut-être démarrer oui. en m'associant à l'étiquette de fabricant. Et je pense que c'est vraiment un très bon thème de discussion. Bon, après, on va finir sur l'aspect légal, mais au moins commençons par le début. Donc, comme j'expliquais précédemment, quand on va, pour une entreprise comme Eaton, nous ne sommes pas les seuls, hein, mais comme pour une entreprise qui développe et qui commercialise des équipements donc dans le domaine du génie électrique, on va effectivement concevoir ces équipements en répondant à un certain nombre de cahiers des charges. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, typiquement, on va mettre du contrôle d'accès, on va effectivement signer nos firmware. Enfin, on a tout un ensemble, on va dire, une panoplie technique pour répondre à ces exigences-là. Et on va livrer un équipement doté de toutes ces capacités-là. Et vous imaginez, c'est exactement, je fais souvent le parallèle, c'est comme si une entreprise vient chez vous et vous installe une porte blindée dernier cri, mais vous la livre, hein, vous faites la recette, tout le monde est très content, le chantier est replié, et il vous laisse la clé en fait à l'extérieur de la porte, donc qui est blindée, qui est super protégée. Mais en fait, vous n'êtes absolument pas protégé, même si vous avez investi lourdement dans une porte blindée. Mais nous, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on va livrer des équipements qui ont des fonctionnalités, qui ont des capacités de protection, de gestion des accès, de gestion des comptes, de gestion des mots de passe, donc on en a parlé brièvement tout à l'heure. Mais par contre, si le client final, l'utilisateur, en fait, l'entité qui va déployer et opérer ces équipements ne tire pas parti de ces fonctions-là, eh bien, ma foi, il ne sera pas protégé du tout. Il aura certes investi dans un équipement extrêmement onéreux ou très onéreux parce que doté d'un certain nombre de capacités, mais si elles ne sont pas mises en œuvre, eh bien, on ne pourra absolument pas engager la responsabilité du fabricant parce que le fabricant, il a répondu, on va dire, à son cahier des charges, il a livré un équipement qui permet d'avoir un fonctionnement sécurisé pour peu que les fonctions soient mises en œuvre. Et c'est là où je rejoins notre discussion tout à l'heure, c'est-à-dire que la cybersécurité n'est pas qu'un problème d'équipement ou un problème humain ou un problème de processus. En fait, c'est l'addition des trois. Donc oui, on peut livrer des équipements très fiables, très sécurisés.
ces fonctionnalités-là ne sont pas mises en œuvre parce qu'il n'y a pas de processus en place, parce que les équipes au niveau du client final n'ont pas été formées, n'ont pas effectivement ce niveau d'exigence-là, eh bien, vous aurez tout simplement une usine ou une infrastructure totalement ouverte et totalement vulnérable. Donc, dans ce cas-là, pour répondre très précisément à votre question, le client aura de la difficulté à se retourner vers son fabricant d'équipement. Je ne dis pas qu'il ne tentera pas de le faire, mais en fait, il se heurtera très vite au fait que d'un point de vue bonne pratique, politique de cybersécurité au niveau de l'entreprise, peut-être que les processus ne sont pas mis en place, peut-être que son personnel n'a pas été formé, et ça, c'est rédhibitoire pour effectivement être cyber-résilient tel qu'on a pu le discuter précédemment. Et c'est là où les juristes vont rentrer en ligne. Exactement. Alors ça, c'est un autre sujet. Merci à vous. Eh bien, merci à toi, Yves, pour ta participation. Merci à nos 3 intervenants. C'était une super discussion, c'était très enrichissant. J'espère que nous aurons l'occasion de discuter à nouveau d'autres sujets autour de la cybersécurité.